l'ENSET et j'ai récupéré un diplôme d'ingénieur. Et après, je suis parti dans le monde de l'industrie et je commençais développeur Java. Et puis après, je suis devenu leader technique, chef de projet, manager. Et j'ai fini directeur technique de l'entreprise qui m'a embauché, qui était ST Informatique Service. Voilà. Maintenant, je suis aussi rédacteur sur développer.com où je publie des articles. Et puis, je suis l'auteur du livre Android Complete Course. Ce qui permet d'avoir une vision complète du développement sur Android. En bas, j'ai mis mes blogs, Android 2.2 sur DBP et puis Blogspot. Il y en a un en français, l'autre en anglais. Et donc, je suis face à vous aujourd'hui pour vous présenter un peu et dégrossir et démystifier la programmation sous Android, de manière à ce que si vous arrivez à faire de la programmation sous Android, vous auriez en tête à peu près tous les concepts de programmation qu'il va falloir manipuler. Donc au programme de la conférence, donc, je vais vous parler d'Android et du monde de l'IT. Après, je vais vous parler des acteurs du système, l'activity, le content provider, les services, les intents. Je vais vous parler de la structure d'un projet Android. On va regarder des IHM, comment elles se construisent. Après, on va parler, donc là, on a regardé une activité. C'est le noyau dur d'une application. Et autour de ça, on va voir qu'est-ce qui se greffe. Donc la première chose qu'on a envie de savoir faire, c'est faire des traitements. Donc on va parler des traitements avec les threads et les assign tasks et les handlers. Ensuite, on va penser à la gestion des ressources d'une activité, donc ses chaînes de caractères, ses couleurs, les thèmes. Après, on va parler de comment retenir en mémoire des informations. Donc ça, c'est les bases de données, les content providers, les DAO, mais je ne ferai qu'en parler. Et puis aussi, c'est ce qu'on appelle l'objet préférence. Ensuite, on va continuer à en parler des services qui sont des applications mais qui tournent en tâche de fond sans IHM. Ça permet de pouvoir réagir à des intentions du système, envoyées par le système ou par d'autres applications pour pouvoir effectuer les traitements. Après, on va regarder l'utilisation d'Internet, parce que ça c'est important quand on est sur la plateforme. On a élargi activité, application, et maintenant on va voir comment communiquer avec le reste du système. Donc le reste du système, c'est d'une part Internet. Et après, ça va être les éléments natifs du système d'exploitation. Donc on va parler des capteurs, du map view, de la map activité. On va aussi parler de comment communiquer avec un service REST. Et après, on abordera ce qui est autour d'un programme informatique. Donc ça va être construction de l'application, déploiement, stratégie des tests et automatisation des tests. Donc avec ça, normalement, vous aurez une vision globale d'un projet informatique en gros. Donc, Android et le monde de l'IT. En décembre 2011, on était à 700 000 activations par jour. C'est quand même un chiffre assez colossal. Donc, Android, c'est un raz-de-marée en ce moment. Alors, pour ça, je vous ai présenté plusieurs graphiques. Donc ça, c'est la courbe de croissance des achats d'Android. Donc, on s'aperçoit que ça a rapidement dépassé l'iPhone, dans l'iPhone, et RIM. Non, RIM et on s'aperçoit surtout que la plupart des smartphones Android vendus en ce moment aux États-Unis sont Android. Après la première, donc ça c'est une vision de la croissance en termes de vente, mais la deuxième vision qu'on doit avoir nous, en tant que développeur, c'est la croissance en termes de stock. C'est-à-dire quand est-ce que le stock des portables Android est plus important que le stock du reste des autres smartphones. Et ça, ce stock, on est en train de l'atteindre et de le dépasser. Donc ça veut dire que les plateformes Android sont les plateformes les plus utilisées pour tout ce qui est smartphone. Donc là, je vous ai mis deux graphiques, on ne voit pas super bien, sur la répartition en Europe et aux États-Unis des smartphones Android. Donc on s'aperçoit qu'on est à 56% aux États-Unis. Et en Europe, on est à 24%. Donc on a toujours ce temps de retard entre les États-Unis et l'Europe. Et enfin, la dernière chose qu'il faut avoir en tête, parce que si on parle de part de marché toute petite, ça n'a vraiment pas d'importance de savoir s'il y a plus 10 smartphones Android ou 20 iPhones. Donc l'importance derrière, c'est le taux de pénétration des smartphones sur le marché. Et ça, ce taux de pénétration, on s'aperçoit que sur 3 à 5 ans, la plupart des utilisateurs, enfin la plupart des gens, du G8 au moins, seront tous équipés à 80% de smartphones.
soit de tablettes, soit de smartphones. Ce qui veut dire que si vous faites des applications Android, vous allez toucher énormément de personnes dans la population. Et ça, c'est important quand on veut faire du développement Android, c'est de s'apercevoir que, d'une part, le stock est plus important pour les plateformes Android, et d'autre part, le taux de pénétration de ces appareils est vraiment un taux de croissance les plus grands qu'on ait jamais vu. Même les télévisions n'avaient pas un taux de croissance de ce niveau-là quand elles sont venues. Donc vraiment, c'est une adoption complète de ce système d'exploitation par la plupart des populations du G8 au moins. Du G20, c'est sûr, et après, le reste, ça dépend des... ça coûte cher. Voilà. Donc la deuxième chose qu'on a à remarquer, donc on a vu que là, Android, ça envahissait tout. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année dernière avec la plateforme Android. Donc ça a été un succès phénoménal, ce qui veut dire qu'il y a eu des rivalités fortes. Les rivalités fortes ont eu lieu entre les grands constructeurs, les grands acteurs du monde de l'IT et Apple. Donc on a Apple, Microsoft, Oracle. Et ces trois grands acteurs se sont mis à faire la guerre à Android. Donc Apple versus Android, c'est la guerre froide. C'est les États-Unis contre l'URSS à la belle époque. Et au lieu de se mener une guerre frontale, Apple attaque les constructeurs et Google, avec Android quoi, donne des briques aux constructeurs pour se défendre contre Apple. Donc Apple versus HTC et Samsung, c'est la guerre des tribunaux. Donc on a vu partout fleurir des procès sur qui avait les patentes, les brevets, et s'il y avait une violation de brevet ou pas. Donc c'est ainsi qu'on a vu l'interdiction du Galaxy Tab en Australie. Et en Allemagne, il y a eu aussi des effets d'interdiction de je ne sais plus quel appareil de Samsung, je crois, ou HTC. Après, c'est Microsoft versus Android. Ça, c'est la guerre des gants. Microsoft, il est arrivé, il a dit aux constructeurs, ben, vous voyez, là, si vous continuez à faire de l'Android sans vous donner des sous, ça ne va pas aller. Donc, pour chaque unité Android vendue par les constructeurs, le constructeur reverse une redevance à Microsoft. C'est là quand même de la part de Microsoft, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, quoi. Ça, moi, ça m'a séché, en fait. Quand j'ai vu cette news-là, je suis resté... Voilà. Et la dernière vraie guerre qui nous a fait super peur, en fait, parce que Microsoft, Apple versus Android, bon, les rivalités étaient claires, mais on savait que Android était de taille à se défendre. Ce qui nous a fait vraiment peur et qui date de 2010, c'est Oracle, qui a fait la guerre à Android, et ça c'est l'open guerre, j'ai appelé ça. Et Oracle, donc le code Java, c'est libre, sauf que le code source Java, ça l'est pas. C'est la spécification de Java qui est libre. Du coup, Oracle a attaqué sur les spécifications, sur l'implémentation de ces spécifications Android, qui soi-disant avait repris du code de Java. Donc là-dessus, on a eu très peur, parce que ça c'était potentiellement la capacité d'Oracle de fermer Android. Et là, d'après les dernières rumeurs qui ont lieu à Mountain View, l'âge de guerre est en train d'être enterré et il y a un accord entre Oracle et Google qui est en train de se formaliser. Donc là-dessus, on a été sauvés, on a eu super peur parce que c'était potentiellement la fin de ce système d'exploitation. Une troisième chose qui est importante quand on regarde Android et le marché de l'informatique, c'est la dynamique du développement. On a vu que ces smartphones-là, la dynamique de ces smartphones était poussée par les développeurs qui faisaient des applications payantes ou gratuites, mais qui en faisaient énormément. Et ça permettait au grand public d'adopter facilement la plateforme. Donc ça a été un moteur d'adoption par le grand public des plateformes. Et on s'est aperçu qu'il y a deux chiffres clés qui sont importants. Donc c'est le nombre de téléchargements. Donc là, Android est à 3 milliards, ou Apple est à 10 milliards, et on s'aperçoit qu'Apple a commencé vraiment plus tôt qu'Android, quoi. Là, Android a commencé en janvier 2010 à vraiment exploser, alors qu'Apple était déjà en pleine explosion depuis 2 ans. Donc Android est en train de rattraper son retard. Et la deuxième chose qui est importante à voir, c'est le nombre d'applications disponibles sur les marchés. Donc, on était j'ai pas trouvé de graphe plus récent, mais l'année dernière, on prévisionnait que en
MOOC de l'année dernière, il y aurait plus d'applications Android que d'applications iPhone. Bon, ça, ce switch, il s'est fait en janvier. Là. On est à plus de 400 000, enfin, on est près du switch en ce moment là, on est à plus de 400 000 applications disponibles sur l'Android Market. Donc, pour dire que tout pousse Android à devenir un standard informatique du futur. C'est comme à l'époque où Linux est apparu, Linux n'a jamais réussi à s'implémenter auprès du grand public, mais Android a réussi dès maintenant à s'implémenter auprès du grand public. Et on pense que l'adoption par les entreprises de ces appareils va se faire dans les années à venir. Donc, en tant que développeur informatique, je pense vraiment qu'une grosse part de l'IT et du chiffre d'affaires de l'informatique future se jouera sur les tablettes, les smartphones et les télés. Et d'ailleurs, en prévisionnel, je pense que cette année, ce sera l'année des tablettes, Android, et l'année prochaine, ce sera l'année des télés. Même si ça a été un échec flagrant l'année dernière, les télés. Je pense que vraiment, il y a une grosse poussée de par les constructeurs et aussi de par Google pour que les télés connectées rentrent sur le marché. Donc maintenant qu'on a fait Android et le monde de l'IT, on va rentrer dans le cœur du sujet. En tant qu'informaticien, c'est là où ça va nous intéresser, quoi. Donc on va rentrer sur la programmation Android. Alors la programmation Android, on va déjà regarder les acteurs du système. On va dégrossir quels sont les 4 grands acteurs de ce système d'exploitation quand on fait de la programmation. Et après on regardera, on aura une vision globale d'un projet, puis on regardera le fichier Android manifeste qui est le centre névralgique de votre application. Après on va regarder le fichier des layouts qui est la description de vos interfaces graphiques. Puis on va regarder comment on externalise les chaînes de caractères. Enfin, on ira voir le code Java d'une activité. C'est là où vraiment tout se joue, quoi. Et puis on regardera comment le tester avec l'émulateur. Donc les acteurs du système. Donc il y en a 3 vraiment importants qui sont des acteurs permanents. Il y en a, donc ça c'est les activités, les activities. C'est eux qui portent les IHM, c'est eux qui portent le cycle de vie de votre application ainsi que les interfaces graphiques. Après, il y a les services. Donc les services, il faut les voir comme des applications sans IHM qui peuvent tourner en tâche de fond, qui sont là pour répondre à des intentions au système ou pour être démarrés par d'autres applications, d'autres activités. Après, il y a les content providers qui sont une façade pour la manipulation des données. Donc un content provider, ça va vous permettre d'aller manipuler des données. Manipulation au sens root. Create, read, update, delete. Et enfin, tout ce système toute cette communication à l'intérieur du système est portée par des intents. C'est le support événementiel entre les différentes briques du système Android. Donc, quand une activité veut utiliser un service, elle va se lier au service, donc c'est un bail. Et pour communiquer avec le service, elle va implémenter des oreilles. Les oreilles, ça s'appelle le Broadcast Receiver. Donc grosso modo, ça permet d'entendre ce qui se passe dans le système d'exploitation et d'écouter spécifiquement des intents. Donc le service parle à l'activité en envoyant des intents. L'activité connaît le service parce qu'elle l'a implémenté et qu'elle est en mode bail. Après, les activités peuvent se parler entre elles. Donc une activité peut appeler une autre activité, soit de type Murphy, c'est-à-dire j'appelle une activité, puis j'attends qu'elle est finie et je récupère un résultat, soit je lance une autre activité, puis je ne m'intéresse pas au résultat qui sera rendu. Pareil, ça se fait avec des intentions, donc des intents. On lance un intent dans le système, on dit je voudrais faire telle action. Typiquement, on voudrait regarder une latitude et une longitude sur une carte. Là, on envoie un intent qui va porter l'information qu'on veut regarder une latitude et une longitude. Le système d'exploitation par lui-même trouvera l'activité qui vous présentera cette information, donc le MapView, et vous l'affichera. D'accord ? Donc ça, c'est la communication entre les différentes briques du système par intention. Et enfin, la dernière chose qui est importante et qu'on utilise pas souvent dans nos applications Android, c'est la manipulation des données. Soit vos données, soit des données système, genre les contacts, les numéros de téléphone, ce genre de choses, elles sont accessibles via les content providers. Pour ça, on demande au système, on lui dit,
oui, je vais vouloir manipuler tel type de données. On donne le nom de la donnée, on donne l'action qu'on veut faire, et le système, par lui-même, va aller chercher le content provider qui va bien, associé à la bonne donnée, et effectuera lui-même l'opération demandée. Et on aura un retour. Soit ça s'est bien passé, soit ça s'est mal passé. Le type de retour. Donc la structure d'un projet Android, ben, ça ressemble beaucoup à un projet Java. D'ailleurs, l'intégration du SDK Android dans l'équipe, c'est parfait. Elle est très bien faite en tout cas. Et donc sur notre projet Java, on va voir nos fichiers sources Java. Derrière, un dossier qui s'appelle Gen, qui est en fait le dossier généré qui correspond à toutes les ressources. Donc les chaînes de caractères, les images, les layouts. Tout ça, ça va faire une classe Java qui sera générée dans le fichier Gen et dont on pourra accéder dans nos classes Java. Voilà. Après, on va retrouver le dossier des ressources qui se sépare de manière naturelle en drawable, layout, value. Drawable, c'est pour les images. Layout, c'est l'IHL, donc l'interface graphique, c'est là où on va la décrire. Et value, c'est là où on met nos fichiers de string, donc nos fichiers de chaîne de caractères. Et enfin, la dernière différence profonde, c'est l'Android Manifest. Donc, le fichier manifeste, c'est vraiment le centre névralgique de votre application. C'est lui qui explique au système d'exploitation que fait votre application, quelles sont les briques de votre application, quel est le SDK de votre application, quel est le SDK minimum, quelles sont les ressources matérielles dont vous avez besoin. C'est vraiment lui qui va expliquer au système, qui va décrire au système votre application. Application au sens large. Vous pouvez avoir plusieurs activités, des services, des content providers, manipuler des données spécifiques, avoir besoin de la caméra, vouloir accéder à Internet, au GPS. Tout ça, c'est dans le manifeste que ça se décrit. C'est vraiment le fichier qui explique au système ce que va faire votre application et ce dont a besoin votre application. Donc le fichier manifeste, il décrit votre activité. Donc typiquement, il va décrire son nom, son package, sa version, l'icône à utiliser pour le présenter à l'utilisateur, le label, pouvoir le nommer, la liste des activités et les intentions auxquelles chaque activité va répondre, parce que chaque activité peut répondre à une intention spécifique. La version minimale de votre système, et puis après vous allez pouvoir décrire si vous avez des services, des content providers, quel type de données vous manipulez si vous avez des content providers, qui sont les personnes qui ont le droit d'appeler votre service, vos services. Et après, vous allez décrire les permissions dont vous avez besoin et les permissions que vous procurez. C'est-à-dire que typiquement les permissions dont vous avez besoin, ça va être je veux accéder au GPS, donc ça il faut une permission. Je veux accéder au contact, ça c'est une permission. Je veux accéder à Internet, c'est une autre permission. Je veux accéder à n'importe quel morceau physique de l'appareil, enfin, un morceau hardware de l'appareil. Vous demandez une permission. Et pareil, vous, si vous manipulez des données de l'utilisateur, vous êtes à charge de protéger ces données. Typiquement, si c'est des données sensibles pour l'utilisateur, c'est à vous de les protéger. Pour ça, vous mettez en place des permissions. Si quelqu'un d'autre veut utiliser ces données, le système demandera la permission d'utiliser ces données. C'est pour ça que vous déclarez tout. Donc ça, c'est un exemple de fichier manifeste minimaliste. Donc là, je décris l'XMLS, le package de mon application, son code de version, le nom de ma version, l'icône à utiliser, le label à présenter pour mon application. Pareil, le nom de mon activité, le label de mon activité, et derrière, mon activité, je dis qu'elle répond à des filtres d'intention. Donc c'est les intentions qu'elle va être capable d'écouter et qu'elle va être capable de recevoir. Ces intentions, c'est l'intention main, ça veut dire que grosso modo, je suis lançable et je serai présent dans les applications que l'utilisateur peut lancer à la main. Voilà. Et elle appartient à la catégorie launcher, donc qui se lance. Voilà. Et après, la dernière chose importante là-dessus, c'est la version minimale du système qu'il me faut pour pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est un fichier manifeste de base.
Maintenant, le deuxième fichier qu'on va regarder, c'est le fichier des layouts. Alors le fichier des layouts, c'est là où vous allez décrire votre IHM. Donc en Swing, par exemple, on le fait en code, et en Android, eh bien, on le fait sous forme de fichier XML. Donc qu'est-ce qui se décrit dans un fichier de layout? Donc vous avez votre main.xml, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous avez plusieurs activités, vous allez avoir un fichier d'interface graphique par activité. Le main.xml, c'est celui qu'on utilise quand il n'y a qu'une seule activité, elle va aller chercher le main.xml. Donc, ce fichier décrit les composants graphiques de votre activité. Donc, il se place dans le dossier layout. Il explique comment seront agencés vos composants. Donc, vous avez toujours un layout. Le layout, c'est celui qui va contenir les autres composants graphiques. Donc, vous allez déclarer votre layout. Là, j'ai pris un linéaire layout, mais il y en a d'autres. Il y a les relative layout, les tables layout, enfin, il y en a tout un tas qui permet d'avoir les IHM qu'on veut. Moi, j'aime beaucoup le linéaire layout parce que quand on découpe notre IHM en petits blocs, on finit toujours par avoir des linéaires layout. Et là, on va pouvoir dire pour chacun des composants de notre linéaire layout comment il va se comporter de manière assez simple. Ça permet d'une part la simplicité, puis surtout un grand contrôle du comportement de chacun de ces composants, tout ça de manière relative, indépendamment de la taille de l'écran. Et derrière, une fois qu'on a décrit notre linéaire layout, on va rajouter des composants graphiques. Donc les composants graphiques, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes. Donc on a les text view, les checkbox, les boutons, les spinners, les barres de progression, progress bar. Enfin, on retrouve les mêmes composants graphiques que d'habitude quand on fait une application. Ce qu'on décrit de manière permanente sur ce genre de choses, c'est la façon dont il va remplir l'espace. Parce qu'il prend tout l'espace, donc ça c'est pile layout. Ou est-ce qu'il va juste prendre la taille minimale du composant, donc ça c'est wrap content. Après, si on veut pouvoir manipuler le composant dans le code Java, il va falloir lui donner un identifiant. Typiquement, le TextView, là, je ne vais pas donner d'identifiant parce que derrière, je vais afficher un label, c'est statique, ça ne va jamais changer au cours de mon application. Par contre, la checkbox ou le bouton, j'ai besoin de leur identifiant pour les récupérer dans le code Java et pour leur associer une action. Si j'ai un bouton et que quand on appuie dessus, ça ne fait rien, donc là, il me faut un identifiant pour récupérer le bouton et lui mettre un listener de clic dessus. Pour ça, quand j'appuierai sur le bouton, j'appellerai le listener qui fera une action. Donc du coup, ça, les identifiants, c'est super important si vous voulez l'utiliser dans votre code Java. Si c'est un composant graphique statique, vous n'en aurez pas besoin. Et après, souvent, on utilise la balise Android de .text pour spécifier le texte qu'on veut faire afficher par le composant. Donc voilà, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à savoir. Après, on va, à force de faire des IHM, apprendre plus de balises, donc la balise Gravity qui va nous dire comment se place le texte, ce genre de choses, quoi. Mais de manière simpliste, un fichier de layout, ça ressemble à ça. Donc j'ai un layout qui va contenir des composants, là j'en ai 3. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Et là j'ai déjà défini une interface graphique. Donc ce fichier est interprété par l'activité, donc dans le code Java. Et pour que le code Java construise la vue, je vais juste avoir appelé la méthode setContentView. Et je vais lui passer le chemin de mon fichier XML. Donc R pour ressources, d'accord. Layout parce que c'est dans le dossier layout, et main parce que c'est mon fichier qui s'appelle main. Avec ça, le code Java va reconstruire toute l'interface graphique. Après, si j'ai besoin de récupérer un composant spécifique, donc j'ai mis un identifiant sur ce composant, j'ai plus qu'à mettre findViewById, puis le chemin du composant. Donc R pour ressources, ID parce que c'est un identifiant que je vais chercher, et bouton show parce que c'est le bouton qui est là. Je le caste parce que tout est view. Vous savez, comme en Java, tout hérite de la classe object. Là, tout composant graphique hérite de la classe view. Donc je le caste en bouton pour avoir un bouton spécifiquement que j'affecte à mon bouton. Donc ça, c'est le lien entre la description XML des composants graphiques et le code Java. Maintenant, le fichier des chaînes de caractères. Donc,
comme vous le savez, quand on fait de la programmation, on prend les chaînes de caractères et on les externalise. On n'a pas le droit d'avoir des chaînes de caractères statiques dans son code. Parce que sinon, celui qui va venir derrière, pour faire évoluer votre programme, il va prendre une carabine et puis il va vous chercher partout pour vous abattre. Parce que s'il doit changer les chaînes de caractères dans toutes vos classes Java, il va pleurer. Puis en plus, si ce mec derrière, c'est un fonctionnel, il va vraiment vous détester. Donc on externalise tout le temps les chaînes de caractères. La deuxième problématique qu'on a, c'est que ces chaînes de caractères, on aimerait bien que de manière automatique, c'est-à-dire que l'appareil détecte la locale. La locale, c'est la langue utilisée par l'appareil ou l'utilisateur. Donc il détecte automatiquement la locale, et on voudrait bien qu'en fonction de ce local, il aille chercher le bon fichier de chaîne de caractères, de manière à lui afficher, si c'est un anglais, les chaînes de caractères anglaises, si c'est un français, les chaînes de caractères français. Et s'il ne trouve rien, on aimerait bien aussi qu'il y ait un fichier par défaut qui affiche les chaînes de caractères pour les locales qu'on ne couvre pas. Donc, ça se fait très bien en Android, parce que d'une part, l'externalisation elle est prévue avec ces fichiers qui sont les strings.xml dans le dossier value. Ça c'est très bien fait. Et l'internationalisation aussi est très bien faite, parce qu'il suffit de rajouter value-le nom de la locale pour qu'automatiquement l'appareil aille chercher le fichier de string qui va bien. Donc, les chaînes de caractères, c'est pas compliqué. Donc, c'est un fichier XML. Vous avez tout un tas de tags. Et donc, une chaîne de caractères, c'est un nom et une valeur. Avec ça, tout se fait. Après, je vous présenterai tout à l'heure l'ensemble des chaînes de caractères disponibles. Donc, vous utilisez cette chaîne de caractères dans un autre fichier XML, typiquement dans le fichier des layouts, quand on veut afficher un texte à un composant, on va utiliser @string / le nom de la chaîne de caractères. @string, ça veut dire que ça se trouve dans les fichiers de chaîne de caractères. Et ça, c'est le nom de la chaîne de caractères que je cherche. Et si on veut le faire en code Java, on fait getString, R pour les ressources, .string pour les fichiers de chaîne de caractères, le nom de ma chaîne de caractères. Voilà. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qui était important dans l'internationalisation, c'est de toujours avoir un fichier de chaîne de caractères par défaut. C'est-à-dire l'utilisateur, il a une locale qu'on ne couvre pas. Donc typiquement, nous, français, on va faire deux types de locales. Français, anglais. Comme ça, peut-être qu'on va faire espagnol parce qu'on a envie, puis si notre projet marche et tout, on va couvrir plus de locales. Mais à la base, on va faire français-anglais. Français-anglais, ça veut dire que si je suis russe, j'arrive dans mon application, je ne trouve pas la locale, ben, soit vous n'avez pas défini de dossier par défaut, dans ce cas c'est un crash de l'application, il y aura un petit message qui apparaîtra et qui sera l'application a quitté inopinément le système, désolé. Soit vous avez toujours défini votre dossier value. Et dans le dossier value, /string, vous n'avez défini aucune locale. Et c'est ce fichier-là qui sera récupéré par le système pour afficher les chaînes de caractères qui se trouvent ici. Et par contre, maintenant, nous, on aime bien faire des applications en français parce qu'on sait quoi. Donc derrière, on va dire, on va spécifier un dossier qui s'appelle value-fr. Pour dire, ce dossier-là contient les chaînes de caractères françaises. Et par défaut, en fait, quand on va faire une application, on va avoir deux dossiers, le value-fr pour nos chaînes de caractères françaises et le value où on va mettre l'anglais parce qu'on pense que l'anglais c'est lu par tout le monde. Voilà. Donc une activité, c'est du code Java. Tout va bien, ça y est, on revient sur des trucs qu'on connaît bien. Donc, les composants principaux sont naturels, ça ressemble beaucoup au swing. Donc vous allez manipuler des boutons à la place des J-boutons, des text view à la place des J-labels. Donc tout ça, ça va bien, quoi. On n'est pas perdu. Les méthodes qui s'appliquent sur ces composants graphiques, ce sont quasiment les mêmes qu'en swing. À la place du add click listener, on a set on click listener. Ça va, on n'est pas trop perdu, quoi. C'est les mêmes méthodes. On peut connaître les états du composant, on peut changer la couleur de fond, on peut y mettre une image aussi à la place avec le set background, on peut changer la façon dont va s'écrire la couleur du composant.
l'écriture sur le composant, la couleur de l'écriture du composant, donc cette text color. Donc on a toutes nos méthodes à disposition qui sont quasiment les mêmes que celles qu'on avait en Swing. Les différences notables, c'est qu'on a agencé nos composants en XML, qu'on a construit notre activité en faisant appel à une méthode obscure qui s'appelle setContentView en lui passant le chemin de notre fichier XML, que quand on veut récupérer un composant graphique, on utilise la méthode findViewByID, et que notre classe étant la classe activité. Donc là, dans l'exemple, vous avez une activité qui s'appelle MainActivity, qui extend activity, qui implémente le OnViewClickListener, donc j'implémente l'interface de récupération des clics, d'écoute des clics. Et dans la méthode onCreate, qui est la méthode qui sera appelée au début de votre classe activité, vous faites la première chose, vous appelez le super. Donc la deuxième chose, vous construisez votre IHM en faisant le setContentView. Après, troisième action, vous récupérez votre bouton. Puis sur votre bouton, vous mettez un écouteur de clic. À cet écouteur de clic, vous dites l'interface, la classe qui va écouter cet écouteur, c'est elle, parce qu'elle implémente le click listener. Et donc, vu qu'elle implémente le click listener, vous retrouvez la méthode onClick qui va vous permettre de faire quelque chose quand quelqu'un clique sur votre bouton. C'est pas très. Ça change pas trop là. Ce qui change vraiment, c'est qu'une activité, c'est un cycle de vie. C'est-à-dire que d'habitude, quand on fait de la programmation, on lance l'application, puis à un moment elle est tuée, parce que l'utilisateur la quitte, et tout ça c'est maîtrisé. Sur Android, vous ne maîtrisez pas votre cycle de vie. Typiquement, vous passez par la méthode onCreate, c'est la création, onStart, c'est le lancement, onResume, c'est là où on récupère tous les états. Là, votre activité est visible. Quand il y a un petit morceau de votre activité qui est plus visible parce qu'elle ne peut pas récupérer les événements système, enfin les événements utilisateurs directement, elle passe dans onPause. Si elle est cachée, elle passe dans onStop. Et si elle est détruite, elle passe dans onDestroy. On se dit, ouais, bon, ça va, c'est un diagramme d'état solide, on va pas se faire trop embêter. Et si, parce que derrière, en fait, ce diagramme, il est appelé tout le temps, enfin, super souvent. Vous ne pouvez pas imaginer vraiment que votre activité suive son cycle de manière naturelle. Quand je prends mon téléphone, il suffit que je passe de portrait à landscape pour que mon activité elle suive ce cycle de vie. Je suis en mode portrait ici, je tourne, je passe en on pause, on stop, on destroy, on create, on start, on resume. Et ça c'est direct et tout le temps. Donc ça veut dire que vous ne pouvez vraiment pas imaginer que votre application, que votre activité suive son cycle de vie tout le temps. Donc suive sa vie normale comme une ancienne application. Ça veut dire derrière que vous devez toujours implémenter les méthodes onCreate, onResume, onPause et onDestroy. Pourquoi? Parce qu'onCreate, bon, ça c'est normal, je lance mon activité, il faut la créer. Donc je crée les IHM, je déclare les objets, je déclare les threads, tout ça. OnResume, c'est la méthode où je vais recharger les données de l'utilisateur pour les réafficher. Parce que si jamais l'utilisateur il bouge son téléphone et puis que tout s'efface, il est triste. Il ne va pas trouver que vous êtes très pertinent dans votre programmation. Donc tout ce qu'a fait l'utilisateur jusque-là, vous allez le sauvegarder en mémoire dans onPause. Donc dans la méthode onPause, vous sauvegardez tout ce qu'a fait l'utilisateur. S'il a une action spécifique que vous voulez garder en mémoire, s'il a ouvert une socket quelque part que vous voulez garder en mémoire, ben, ce genre de choses, c'est à vous de les retenir. Dans la méthode onDestroy, par contre, vous devez cleaner l'application parce qu'il la retourne, ok, elle se recrée immédiatement, mais il la quitte, vous ne devez pas laisser de fuite mémoire. Donc dans la méthode onDestroy, vous détruisez vos threads, vous fermez vos bases de données, enfin, vos fichiers, vous faites en sorte que tout soit clean. Et vous relancez l'activité, et le but, c'est que quand vous faites ce cycle de vie, si ici l'utilisateur a des données dont il faut qu'il se souvienne, vous avez à charge de les recharger. Voilà. Donc ça c'est le côté subtil des activités. Et il faut toujours, quand on fait de la programmation Android, avoir en tête ce cycle de vie. Parce que sans ce cycle de vie maîtrisé, vous allez soit générer des fuites mémoire, soit des pertes de données utilisateurs.
Donc maintenant, comment on teste un projet Android? On est en train d'écrire avec Eclipse. Hein. Il suffit de faire clic droit sur votre projet, Run As, Android Application. Bon, et là, ça lance l'émulateur. Ça prend 10 minutes pour lancer l'émulateur. C'est normal parce que derrière, ça lance une machine virtuelle qui lance un Linux sur lequel on va greffer le Dalvik et qui va vous afficher enfin votre AVD, donc Android Virtual Device. Et là, vous verrez votre application tourner de manière naturelle. Ce qui est super là-dedans, c'est que vous allez pouvoir définir plusieurs émulateurs. Donc vous allez pouvoir définir l'émulateur pour la version 2.2, puis la version 2.3, 2.3.3, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1. Et vous allez pouvoir voir comment se comporte votre application sur l'ensemble de ces émulateurs. Et ça, c'est super. C'est vraiment un truc qui est excellent quand on fait du développement, quoi. Ça vous permet d'avoir la visibilité de comment se comporte votre application sur l'ensemble des devices disponibles. Les quelques bémols, ça veut dire que quand même, si vous êtes, si vous voulez plusieurs applications, si vous ciblez plusieurs types d'appareils, il va falloir que vous définissiez des émulateurs qui reproduisent ces différents types d'appareils et que vous alliez tester votre application là-dessus. Donc ça peut vite devenir un enfer de faire des tests quand même. Genre, je reviendrai là-dessus à la fin, mais c'est pas... Donc maintenant, on a vu une activité. Grosso modo, on a vu que dans une activité, il y avait un cycle de vie, qu'on faisait la création de l'IHM dans la méthode onCreate, qu'il ne fallait pas oublier les méthodes onPause, onResume et onDestroy. Mais autour de l'activité, on va avoir envie de faire plusieurs choses. Déjà, on va s'intéresser au traitement. Comment on fait un traitement? Donc ça, on va parler des handlers et des async tasks, et après on va s'intéresser à la gestion des ressources. Je vais revenir sur les chaînes de caractères, les images, les couleurs et les thèmes, la problématique du multiscreen, et puis après je vous expliquerai l'arbre des possibles et qu'est-ce qu'une configuration pour un appareil Android. Donc traitement handler et async task. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre activité reste figée comme ça là, pendant 5 secondes, le système d'exploitation, il le détecte et puis il se dit non, ça c'est foutu, il y a une erreur dans le programme, je tue l'activité et je tue l'application. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment, même déjà de manière philosophique, figer une application juste parce que vous n'avez pas été foutu de faire votre traitement dans une autre thread, c'est dommage. Mais en plus là, le système d'exploitation trouve ça tellement dommage qu'il vous kill votre application. Donc vraiment, vous êtes obligé de sortir vos traitements de votre thread principal, de votre thread graphique. C'est comme en Swing. En Swing, vous avez le DT dans lequel vous mettez toute la thread graphique, donc qui va réagir aux interactions avec l'utilisateur, qui va redessiner les composants, et si vous voulez faire un traitement, vous le mettez dans une autre thread. Là, c'est exactement la même chose. Là où c'est bien fait, c'est que les programmateurs Android du système nous ont donné nativement 2 objets, les handlers et les async tasks. Les handlers, ça va nous permettre de faire un traitement asynchrone, c'est-à-dire on va lancer un traitement et ce traitement va communiquer de manière asynchrone avec notre activité, alors que l'async task, on va donner un lot de choses à faire à la thread de background, elle va exécuter pas à pas ce lot, et à chaque fois qu'elle fait une exécution ou un traitement, elle mettra à jour la thread d'IHM. Donc, quand utiliser l'un ou l'autre, handler c'est asynchrone, async task, je donne un lot. Typiquement, je veux charger un ensemble d'images à partir d'URL, j'envoie la liste des URL. L'async task chargera image par image, et à chaque fois qu'elle a chargé une image, elle pourra prévenir l'IHM. Donc les handlers. Le schéma mémoire des threads, c'est le suivant. Vous avez votre thread d'IHM dans lequel est votre handler. Votre handler, il a une méthode qui s'appelle handleMessage qui mettra à jour votre activité, donc votre interface graphique. Et vous avez lancé une thread de background qui, elle, s'exécutera dans une autre thread à part. Donc tout se passe dans la classe de votre activité, vous déclarez votre handler, vous déclarez la thread, et vous communiquez entre votre thread et votre handler en utilisant des messages. Donc ça, c'est assez facile. Donc vous avez un new handler, donc handler, new handler, et derrière, la seule méthode qui est importante, c'est le handleMessage, qui prend en paramètre un message. Un message, ça a la bonne idée de porter des datas,
Donc vous pouvez faire message.getData. Et après, ce getData, c'est une HMAP typée. Donc ça va être une HMAP, donc clé et valeur, typée. Vous allez faire getInt, getBoolean, getString, de manière à récupérer le type exact de votre valeur. Donc je déclare mon handler. Maintenant, dans la méthode onStart de mon activité, donc onCreate, onStart, voilà, c'est l'exemple où j'utilise une progress bar qui avance comme ça. Donc je vais déclarer ma thread qui avec un runnable, et dans mon runnable, ben, j'implémente ma méthode run. Je rajoute deux attributs qui sont le bundle et les messages. Le bundle, c'est les datas qui seront portées par le message et envoyées au handler. Dans ma méthode run, ben, je fais rien de sensationnel. Je dors une seconde. Je demande à mon handler d'obtenir des messages. Donc tout ça, vu que c'est dans la même classe, les attributs sont disponibles, donc je peux les appeler. Le obtain message, c'est juste une manière de bien gérer le pool des messages du handler. Donc c'est une optimisation mémoire. Sinon, la classe handler possède une méthode getMessage. Dans mon bundle, ben, je lui mets, dans ma HMAP typée, qu'on appelle bundle, je lui mets un entier qui est juste un entier, qui correspond au nombre de boucles que j'ai fait. C'est juste un entier. À mon message, j'associe les données qui sont dans ma HMAP. Et il me suffit de prendre mon handler, de lui envoyer le message, mon message. Donc, handler.sendMessage, myMessage. Et c'est envoyé au handler qui, lui, vu qu'il est dans la thread DHL, pourra mettre à jour les composants graphiques. La syntaxe. La syntaxe, c'est une autre philosophie, c'est j'envoie un traitement par lot à effectuer à la thread de background. Ce qui est rigolo avec la syntaxe, c'est quand on regarde le schéma mémoire, on a une seule classe, mais cette classe se déroule sur deux threads différentes. On a la méthode doInBackground qui s'effectue dans la thread de background. Et les méthodes onProgressUpdate et onPostExecute qui s'exécutent dans la thread DHL. Alors, pour utiliser pour faire une async task, c'est assez facile. Il suffit d'étendre async task. Le truc touchy, c'est que c'est une classe générique. Donc, qui dit classe générique dit paramètre générique à spécifier. Donc, vous avez trois paramètres. L'un s'appelle param, l'autre s'appelle progress, c'est le dernier résultat. Donc, ça, c'est des objets. C'est les noms d'un objet. Donc, là, je peux avoir string, integer, boolean. Et là, c'est à vous de mettre le bon objet que vous allez passer à vos méthodes. Donc, param, ça va être le type d'objet que je passe à ma méthode doInBackground. Donc, si vous envoyez des URL, ce type d'objet, ça va être URL. Si vous n'envoyez rien du tout parce que doInBackground saura quoi faire, vous mettez void. Si doInBackground, vous lui envoyez des chaînes de caractères, ben, vous mettrez string. La méthode doInBackground s'exécute. Et là, elle appelle soit la méthode onProgressUpdate, soit la méthode onPostExecute. onProgressUpdate est appelée à chaque fois que j'ai terminé le traitement d'un élément du jeu. Donc, vous l'appelez la méthode onProgressUpdate, vous allez lui passer un paramètre. Ce paramètre, c'est un objet. Et là, à la place de progress, vous mettez le type de l'objet que vous allez passer à votre méthode onProgressUpdate. Pareil, quand la méthode doInBackground a fini son traitement par lot, là, elle n'appelle plus onProgressUpdate, mais elle va appeler onPostExecute en lui passant un objet. Cet objet, dans la généricité, il s'appelle result, mais vous allez mettre l'objet que vous voulez. Typiquement, vous pourrez mettre une chaîne de caractères qui est le message, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est pas bien passé. Okay. Donc ça, c'est les async tasks. D'accord ? Pas de... Maintenant, ce serait des cycles de vie. Donc jusque-là, on se dit, pour faire un traitement, ben voilà, je balance un handler ou une async task, puis je me préoccupe de rien. Et en fait, si vous faites ça, vous allez générer des fuites mémoire. Donc ce qui se passe, c'est, je suis dans le cas initial du haut, là, j'ai une activité qui a un handler qui fait quelque chose, genre typiquement une connexion Bluetooth, je parle avec un autre appareil.
Et dans ma thread de background, j'envoie des messages régulièrement à mon IHM. Bon, cet abruti d'utilisateur, il prend son téléphone, il le retourne. Je passe dans on pause, on destroy, on create, on résume, et j'arrive dans ce schéma mémoire là. Donc j'ai recréé une activité avec un handler, puis une nouvelle thread, parce que je suis passé dans on create. Comme de bol pour moi, j'ai pas prévenu l'ancienne thread qu'il fallait qu'elle meure, quoi. Je me suis pas préoccupé du cycle de vie de la thread. Du coup, elle est encore là, elle continue à faire ses trucs. Donc de bol, elle pointe vers mon handler, qui lui-même pointe vers mon activité. Donc le garbage collector, quand il passe, il regarde le handler, il dit ah non, il y a quelqu'un qui l'utilise. Il regarde l'activité, ah non, il y a quelqu'un qui l'utilise. Mais en même temps, le système les a détruits. Donc ça veut dire que ces objets-là sont plus visibles, vous n'allez pas avoir une IHM. Vous n'allez pas pouvoir y accéder, non. Mais ils sont là. Donc vous avez créé des fantômes. Donc du coup là, vous êtes en pleine fuite mémoire. Alors pour remédier à ça, alors pour les A5 tasks, c'est pareil. Si vous gérez pas, si vous synchronisez pas le cycle de vie de votre activité avec le cycle de vie de votre thread, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort. Bon, c'est la merde. Donc une manière simple de gérer ce problème, c'est d'utiliser les atomic booleans. Les atomic booleans, c'est des booléens qui ont la bonne idée d'être synchronisés. C'est-à-dire que une seule thread peut aller modifier son état à la fois. Donc, vous utilisez deux booléens, le isThreadRunning ou isThreadPausing. Et ces booléens, vous les utilisez dans votre thread, dans la méthode runnable, pour dire ben, si je suis en train de faire une pause, ben, je me repose. Je peux faire autre chose comme traitement, mais ben, l'idée c'est de soulager le CPU. Donc, rien de particulier. Et par contre, si je ne suis pas en train de faire une pause, ben, je fais mon traitement normal. Et au-dessus de ce bloc, on met est-ce que je suis en vie? Parce que si je ne suis pas en vie, il faut que je meure. Donc, si je ne suis pas en vie, je mets fin à ma thread. Et pour ça, sur les méthodes run, il suffit de les quitter. Donc, faites en sorte que vous ayez un while. Enfin, souvent, on a un while true. Typiquement, on est en communication Bluetooth. On a un while true. Puis on attend que quelque chose nous arrête. Et on continue d'écouter l'appareil à côté. Ou un while, est-ce que l'appareil à côté est toujours connecté? Donc là, vous rajoutez la condition, est-ce que l'appareil à côté est toujours connecté et est-ce que ma thread doit être en train de marcher. Si elle n'est pas en train de marcher, vous la tuez. Donc vous sortez de la méthode. Et après, dans votre activité, dans la méthode onDestroy, ben, vous dites que isThreadRunning set false. Je suis en train de mourir, quoi. Dans votre méthode onPause, vous dites isThreadPausing, vous le mettez à true, et dans votre méthode à true, et dans votre méthode onResume, vous faites isThreadPausing à false, et dans votre méthode onStart, vous faites isThreadRunning à true. Donc grosso modo, ça vous permet, à moindre coût, d'arriver à tuer la thread de background à partir de votre activité. Donc ça c'est important hein, si vous faites des threads ou des A5 tasks. Donc dans la gestion des ressources, donc on va revoir les chaînes de caractères et leur internationalisation, on va voir les images, les couleurs, les styles et les thèmes. Et on va regarder d'un peu plus près la problématique du multiscreen. Et après on ira voir l'arbre des ressources. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, il faut externaliser les chaînes de caractères et ça s'internationalise. Donc je remets une couche sur l'internationalisation. Donc vous devez toujours avoir le dossier value dans vos ressources, donc res/value/string.xml, qui est le fichier de chaîne de caractères à utiliser quand la locale de l'utilisateur n'est pas trouvée et que vous ne l'avez pas spécifié comme chaîne de caractères. Et sinon, vous pouvez spécifier autant de locales que vous voulez, en mettant res/value- le nom de votre local. Les locales, vous savez, il y a toujours deux paramètres. Il y a le paramètre global et puis le paramètre régional. Sous Android, vous pouvez faire la même chose. Donc vous pouvez spécifier le français pour les Français, ou le français pour les Belges, ou le français pour les Canadiens.
Et pareil pour les. Donc, voilà, donc ça c'est l'internationalisation. Surtout toujours mettre le dossier value pour le cas générique. Donc ces fichiers stockent des chaînes de caractères, donc des chaînes de caractères simples. Donc c'est toujours pareil, hein, le nom et après la valeur de la chaîne de caractères. Là où c'est plus intéressant, c'est que vous pouvez avoir des chaînes de caractères avec des paramètres. Donc là j'ai toujours le nom de ma chaîne de caractères, puis j'ai un $1 %S, puis un $2, non, un %2 $S et un %3 $D. Donc, %1, premier paramètre, %2, deuxième paramètre, %3, troisième paramètre, et les dollars, ça spécifie le type de paramètre. Donc, $S, ça veut dire que je vais recevoir un paramètre de type string, $D, ça va être un entier, $F, ça va être un float, ce genre de choses. Après, vous allez pouvoir définir un tableau de chaîne de caractères. Ça, c'est super intéressant pour les spinners, les combo box. Vous allez pouvoir, de manière automatique, charger votre combo box avec votre tableau que vous avez décrit par ailleurs. Et enfin, il y a les chaînes de caractères singuliers ou pluriels. Donc, les chaînes de caractères singuliers ou pluriels, c'est vous donnez un entier, et en fonction de la valeur de cet entier, le système ira chercher la chaîne de caractères qui va bien. Donc, si cet entier c'est 1, ben, il ira chercher celle-là. Si c'est nettement plus de 1, il ira chercher celle-là. Donc là, j'ai mis l'exemple avec one et other, mais il y a plus de choses que ça que vous pouvez spécifier. Je crois qu'il y a 4 types de pluriels possibles. Voilà. Je vous ai mis le fichier par défaut et sa variante française. Donc vous voyez bien que le système d'exploitation va aller voir la locale de l'utilisateur et en fonction de cette locale, il va choisir le fichier des chaînes de caractères à utiliser pour votre application. Et tout ça de manière transparente. Donc je sais pas si en Java par exemple, des fois c'est un peu la guerre d'aller choisir la locale en fonction de la locale de l'utilisateur. De mettre tout ce processus en marche, c'est pas forcément évident. Sur les vieilles versions de Java, c'était pas forcément évident. Donc image, couleur et thème. Là on aborde plus la problématique du design d'une application avec la motivation d'avoir une application bien faite, au moins dans l'idée d'entreprise, quoi. Puis surtout avoir l'idée de la capacité d'évolution de votre application et de maintenabilité, et puis même d'externaliser toutes les problématiques graphiques à un designer. Et tout ça, c'est réfléchi dans Android au travers l'externalisation des images, des couleurs et des thèmes. Donc les images, on va commencer par elles. On a les PNG et les JPEG. Les GIFs, c'est pas recommandé, mais ça, c'est dans notre tête, à nous, de programmeurs de base, on a 2 types d'images. PNG, JPEG. En fait, sur Android, vous en avez 9. Vous avez des images qui sont des images XML. En fait. Vous allez décrire une image avec un fichier XML. Et ce fichier XML pointera vers des GIF, non, vers des JPEG ou des PNG. En fait, vous avez 9 types d'images abstraites, hein, je sais pas. Vous avez 9 types autres d'images en plus. C'est quand même clair. Typiquement, il y en a une, c'est en fonction de l'état du composant, j'afficherai telle ou telle image. Donc ça, c'est excellent quand vous avez un bouton. Vous allez changer son état en fonction de s'il a le focus, s'il est pressé, s'il est disable, s'il est enable. Tout ça, vous allez pouvoir le gérer. Donc quand vous allez faire des interfaces graphiques intéressantes avec tous vos boutons mappés sur une image, vous allez choisir l'état de votre image, enfin l'image à afficher en fonction de l'état de votre composant. Pareil, il y en a un deuxième qui est super, c'est les 9 patch, donc je l'ai pas mis. Donc les 9 patch, ça vous permet de définir quelle est la zone qui sera étirable sur votre image. Donc, vous avez une image comme ça, et vous voulez que ce bord-là et ce bord-là soient étirés si jamais l'image est à redimensionner, de manière à ce que le cœur de l'image, votre image, quoi, là où vous mettez votre logo, par exemple, lui ne soit pas redimensionné et distordu, qui reste toujours dans ses proportions, dans les proportions que vous souhaitiez. Donc les 9 patch, c'est aussi extrêmement important. Après, vous en avez d'autres, vous en avez à état, associé à un niveau, enfin, vous avez vraiment 9 types d'images à connaître et à maîtriser, si jamais vous voulez faire des interfaces graphiques un peu touchy. Ensuite, les couleurs. Donc, ce qui est préconisé quand même, c'est quand on fait du
HTML, au début on faisait du HTML, puis après il y a un mec qui a dit non mais il faut externaliser tout ce qui est graphique et tout ce qui est charte graphique. Ça c'est appelé les CSS. C'est pareil sous Android, vos couleurs, vous ne les codez pas en dur dans vos fichiers ni XML ni Java. Vous les externalisez dans un fichier color. Vous lui donnez un nom, et ce fichier color, vous allez l'utiliser partout. Comme ça, quand vous allez vouloir changer votre charte graphique, ou quand votre client il va vous dire ouais, ce vert-là, non, moi je voudrais un vert un peu plus pistache, vous n'aurez pas tout votre code à changer. Il vous fournit une nouvelle charte graphique, vous mettez à jour votre fichier color, et votre application est directement mise à jour. Donc ça c'est très important, pareil, d'externaliser vos couleurs. Puis on va aller plus loin, on va externaliser les couleurs, mais aussi tout le comportement de vos composants graphiques. Donc toutes les balises XML qu'on a vues pour définir un composant graphique, on peut l'externaliser dans un fichier qui s'appelle thème ou style. Ce fichier, on se dit, bon, thème, style, on va externaliser quoi? La couleur du composant, sa couleur de fond. En fait non, vous allez externaliser plus que ça, vous allez donner la taille de vos chaînes de caractères, la couleur de votre chaîne de caractères, le fond de vos boutons, de vos composants graphiques, vous allez définir les bordures, les marges intérieures. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'externaliser. Vous dites, ah ben, je vais externaliser tout le comportement de mes composants graphiques dans un seul fichier, sous une seule balise, avec un seul style. Ça c'est nul, parce que mon bouton, je ne voudrais pas l'afficher pareil que mon texte vue. En fait, là où c'est vraiment super, c'est que vous avez une notion d'héritage. Vous allez avoir votre style mère, et dessous, vous allez pouvoir dériver en fonction du type de composant. Donc si vous voulez un composant, tous les textes view, vous voulez que, en fait, ils soient en italique, vous voulez pouvoir définir des textes view avec la fonte en italique, vous allez pouvoir le faire, juste par dérivation de style. Et comment ça s'utilise? Ben, c'est très simple. Vous définissez votre composant graphique, vous dites mon style, c'est égal à arrobase style, c'est dans le truc des styles, slash, et vous mettez le nom de votre style. Et voilà. Et là, vous avez vraiment une application sur laquelle vous allez pouvoir avoir une maîtrise forte et surtout déléguer la maîtrise de la couleur, déléguer la maîtrise du comportement, enfin maîtriser fortement la façon dont vos composants se comportent. Et la deuxième chose sur les styles, c'est que, ben, par exemple là, bon, cet exemple il est pourri parce que j'ai deux styles. J'ai dit, voilà, je vais modifier la couleur de fond, la taille du texte. Ça c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais externaliser la taille, la couleur, le fond, les marges intérieures, les marges extérieures. Donc j'externalise quoi? 15 balises XML. Ces balises XML, il faut bien voir que si vous voulez faire une application propre, si vous ne les avez pas externalisées, vous allez mettre dans votre fichier XML de layout. Donc pour un composant, vous allez avoir 15 balises qui sont juste là pour spécifier des trucs. Si vous avez 10 composants, ça va vous faire un fichier à 150 balises. Pour rien, quoi. Parce que vous ne l'avez pas externalisé. Sauf que quand vous avez un fichier à 150 balises, ça devient illisible. Donc quand vous placez vos composants, de suite, vous allez galérer comme un rat parce que vous n'avez pas une vue rapide de ce qui se passe. Et des balises qui sont importantes quand on place les composants et qu'on gère leur espace. Donc la gravité, la façon dont on prend l'espace, en hauteur et en largeur. Donc ça c'est vraiment, ça vous permet d'externaliser ça et d'avoir des fichiers XML très lisibles de layout. Et à côté d'avoir des fichiers thèmes où vous allez pouvoir pousser le comportement de votre composant très loin. Tout ça de manière avec un héritage. Donc vraiment c'est les choses à savoir utiliser. Dans la problématique du multiscreen, donc vous avez vu sous Android, vous avez les tailles d'écran, donc small, medium, large, et après vous avez les densités. Low density, medium density, high density, XI, extra high density. Ce qui veut dire que vous avez un peu un tableau à 12 cases. Et que vous, si vous ciblez l'ensemble des appareils du marché, vous avez 12 cases à remplir. Enfin, un peu moins parce qu'il y en a qui ne sont pas utilisés, mais... Donc là, ça devient vite l'horreur. Si vous avez à définir des composants graphiques ou des images ou des machins en fonction de toutes ces cases, c'est un casse-tête sans nom. Donc pour ça, il y a des bonnes pratiques qui vont vous permettre de n'avoir plus que 4 cas, qui sont les cas des densités. Donc, il y a deux choses à voir, c'est comment je déclare un composant
et quels sont l'ensemble des ressources graphiques dont j'ai besoin pour un composant. Donc vous avez un composant qui, sur une medium density, fait 73 pixels par 29, ou 48 par 48 si vous êtes un icône. Typiquement, vous, quand vous allez le déclarer dans votre fichier de layout sans trop réfléchir, vous allez dire 76 px pour pixel et 29 px pour pixel. Et puis vous allez même dire, ouais, ma marge à droite, je voudrais que ce soit du 10 pixels. Bon, ça c'est faux parce que en fonction de la densité des pixels de votre écran, ça ne va pas donner la même chose. Votre image elle sera plus petite ou plus grande. Et ça, du coup, vous voulez une uniformité de vos écrans, quel que soit l'appareil. Donc pour ça, vous allez utiliser DP. Ça veut dire indépendant de la densité. Donc, je ne sais pas encore, densité indépendante. Ça, c'est pour les tailles de vos images et pour les marges et toutes les valeurs numériques de marge ou l'intérieur. Vous allez utiliser DIP, Density Independent Pixel. Là, je savais, mais le DP, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez 4 types de densité quand même. Le LDPI, le MDPI, le HDPI et le XHDPI. Et donc, pour chacune de ces densités, vous allez être obligé de définir une image pour chacune de ces densités. Souvent, le repère, c'est la medium density. Donc, on part souvent on a défini nos images pour le medium density qui correspond en fait à nos écrans informatiques. Donc, quand on fait des images en écran, on récupère les pixels, ça correspond à la medium density. Maintenant, pour faire la même image en low density, il va falloir refaire une image dont la taille sera 0,75 fois la largeur et la hauteur de votre image référente. Ça définit cette image pour la low density. Pour la high density, vous allez multiplier la taille de cette image par 1,5. Et pour la haute densité, très haute densité, vous allez multiplier par 2. Donc, grosso modo, les chiffres de proportion à retenir, c'est 3, 4, 6, 8. 3 pour low, 4 pour medium, 6 pour high et 8 pour XI. Extra grand. Et la dernière petite remarque, c'est si vous faites des icônes, par défaut, c'est 48 par 48 pour la medium density, donc 36 par 36 pour la low, 72 par 72 pour la high et 96 par 96 pour la extra high. Typiquement, si vous faites une application, vous êtes déjà obligé d'avoir 4 icônes pour la présenter à l'utilisateur. Même si derrière vos interfaces graphiques n'utilisent aucune image, vous êtes déjà en train d'avoir à définir 4 icônes. En 48, en 72, en 96 et en 36. Donc voilà, ça c'était pour la problématique du multistream. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand je prends mon téléphone portable, que je le retourne, je passe dans On Pause, On Destroy, On Create, On Start et On Resume. Ça, en fait, c'est l'appareil qui a détecté un changement dans sa configuration. Et pareil pour les locales aussi, c'est une configuration de l'appareil. Donc c'est quoi l'ensemble des configurations que le système d'exploitation reconnaît sur les appareils? Pour ça, il connaît le code réseau et le code mobile, la langue et la région, la taille de l'écran, le rapport largeur-longueur, l'orientation de l'écran, portrait landscape, square c'est pour les carrés, je ne sais pas s'il y a un exemple. La densité de l'écran, LDPI, MDPI, le type d'écran tactile, touch, stylus ou finger, la visibilité du clavier, le type de clavier et le type de navigation. Donc tout à l'heure, je vous ai pris la tête pour le même. Là, je vous ai dit, je ne vous ai pas dit, mais j'aurais pu vous dire, que la petite image, elle se met dans le fichier drawable-ndpi. La moyenne image, elle se met dans le drawable-mdpi. La grande dans le HDPI. Et la très grande dans le XHDPI. En fait, on a pris le dossier drawable et on l'a spécifié en fonction d'une caractéristique de l'appareil, qui est sa densité d'écran. Mais ça, vous pouvez le faire pour tous vos fichiers de ressources, pour toutes ces caractéristiques. Grosso modo, vous avez un dossier de ressources, donc value, layout ou drawable. Vous pouvez le spécifier en fonction de l'une ou de l'autre de ces caractéristiques. Vous pouvez même toutes les mettre. Donc là, j'ai fait une grosse spécification. Et ça,
c'est une vraie spécification qui sera interprétée par l'appareil en fonction de la caractéristique de cet appareil-là. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est important à savoir qu'on peut spécifier le comportement de nos images, de nos interfaces graphiques ou de nos chaînes de caractères en fonction de ces caractéristiques-là, et surtout ne pas trop le faire. Il ne faut pas s'amuser à créer un arbre de caractéristiques à couvrir, quoi. Parce que si vous avez des drawable, déjà vous allez en avoir 4 pour les différentes tailles. Les locales, vous allez en avoir 2 différentes, peut-être qu'une si vous faites que de l'anglais, mais sinon si vous rajoutez le français, vous en avez 2. Et après, si vous vous amusez avec vos layouts, à définir des layouts, si c'est le mode portrait ou landscape, ou si c'est le mode portrait landscape et que l'écran est large ou que la densité est forte, vous allez vous retrouver avec un arbre d'appareils et de configurations différentes à tester. Et c'est un produit, j'ai 2 locales, 4 layouts, il faut que je teste 8 configurations. Donc plus vous allez spécifier le comportement de vos fichiers de ressources, plus vous allez avoir, c'est un produit, plus vous allez avoir de configurations à tester. Donc il faut savoir que ça existe. Souvent on peut tomber sur des bugs parce qu'on n'a pas maîtrisé la chose, et surtout il faut savoir se restreindre. D'accord, faire au minimum, quoi. Vraiment le minimum dont on a besoin. Parce qu'en test, derrière c'est l'entrée. Et voilà. Donc vous avez vos fichiers de ressources, vous pouvez les spécifier comme vous voulez. Maintenant on a vu une activité, puis on a bien vu une activité parce qu'elle sait faire des traitements. On a bien mis en place les ressources graphiques, les ressources de layout, les styles, les couleurs, les chaînes de caractères. Donc votre activité elle est bien maîtrisée. Maintenant, on va regarder autour de l'activité ce qui se passe, les autres acteurs. Donc, j'arrive à me souvenir de choses. Donc ça, on va voir comment stocker des données de manière persistante. Et puis, je peux lancer un service. Un service, c'est quoi? C'est je lance l'activité d'écoute de musique. Cette activité prend le fou. Et n'est plus là, je passe à regarder mes mails ou à regarder ma view pour voir s'il y a des embouteillages ou quoi. J'aimerais pouvoir continuer à écouter ma musique. Ça se fait au travers d'un service. Donc, je rappelle, on a les services qui sont liés aux activités, enfin les activités se lient aux services et écoutent ce qu'envoient les services. Donc là, il y a un intent qui est envoyé au travers de Broadcast Receiver. Les activités se parlent entre elles avec des intents au travers d'intents pour porter le système événementiel et le Broadcast Receiver pour arriver à les écouter. Et on peut manipuler les données en utilisant les URI qui vont appeler les content providers. Donc l'activité va dire je veux manipuler tel type de données. Elle va passer l'URI, c'est le nom unique de votre donnée, au système en lui disant je veux faire un create, un read, un update ou un delete. Le système par lui-même va trouver le content provider qui va bien, faire la manipulation sur la donnée pour envoyer les résultats. Donc c'est ça qu'on va regarder, les services et les content providers. Donc un content provider, c'est une façade sur une base de données. Les bases de données sous Android, c'est SQLite. SQLite, c'est une base de données qu'on n'est pas habitué à manipuler. Nous, on est plutôt MySQL, PostgreSQL, Oracle. Et SQLite, c'est une base de données qui n'a pas la même syntaxe que le MySQL. Et puis qui est assez déroutante aussi pour nous parce que typiquement, elle n'est pas typée. Vous définissez une colonne de type string, vous y mettez un entier, ben, tout le monde s'en fout. Et inversement. Donc c'est quand même une base de données à... Si vous avez une base de données compliquée à mettre en place sur Android, allez voir la documentation. Par contre, elle est très bien faite. La documentation SQLite, elle est super. On la comprend super vite. Il y a des diagrammes explicatifs très clairs. Donc c'est vraiment super bien. Et nous, derrière, si on veut mettre en place une base de données, on va se dire ah, c'est l'enfer. Non. Les développeurs Android ont donné aux développeurs que nous sommes la base SQLite OpenHelper, qui va nous permettre d'avoir très peu de choses quand on va vouloir définir une base de données. Alors la première chose à faire, c'est une convention, il faut la respecter parce que vos bases de données elles sont faites pour des utilisateurs, même si cet utilisateur c'est vous-même.
ces bases de données ne sont pas... Enfin, vous-même, si jamais c'est un vrai programme d'entreprise, vous-même, c'est plus vous-même quand c'est en phase d'évolution, de modification. Donc il faut toujours avoir ce réflexe d'implémenter une interface qui s'appelle base colonne, avec une classe qui va s'appeler tout en constant, et dans laquelle vous allez définir toutes les constantes de votre base de données. Les constantes, c'est quoi? Ça va être le nom de votre base de données, sa version, le nom de vos tables, et le nom de votre colonne, enfin le nom de vos colonnes, et les index de vos colonnes. Donc ça, de manière systématique, quand vous mettez une base de données en place, vous vous fondez de faire cette classe interne qui est là uniquement pour les autres utilisateurs de la base de données et qui vont grandement leur simplifier la vie. La deuxième chose que vous mettez en place, c'est une chaîne de caractères statique, qui est la chaîne de caractères qui correspond à la requête SQLite de création de votre base. Donc là, je vous ai mis une chaîne de caractères qui est create table, le nom de ma table, avec une colonne dont l'index est l'index de ma colonne ID, qui est un entier qui est une clé primaire qui s'auto-incrémente. Donc ça, c'est typiquement la clé primaire unique de la plupart des tables des bases de données, qui est la clé technique, identifiant unique technique. Quand vous faites une table en base de données, le réflexe automatique, c'est de mettre un identifiant technique qui ne correspond à rien, mais à chaque fois qu'on va créer un nouvel enregistrement, on va incrémenter cet identifiant et on est sûr de l'unicité des choses. Voilà, c'est vachement utilisé par Hibernate par contre. Et cet identifiant, voilà, et après je crée une deuxième colonne qui va être ma colonne name et qui est de type texte. Il faut voir que cette colonne identifiant là, c'est elle qui va aussi être utilisée par le content provider pour identifier la donnée. Donc c'est très important de l'avoir en permanence. Okay. Donc après, je suis en train d'étendre des OpenHelper. Donc dans son constructeur, j'avais son super, c'est tout. Et après j'ai deux méthodes, onCreate, onUpgrade. onCreate, ce sera appelé quand le système d'exploitation s'aperçoit que votre base de données n'existe pas encore sur l'appareil. Il va appeler la méthode onCreate qui va se charger de quoi? D'appeler la chaîne de caractères database create en lui disant db exec SQL. db c'est passé en paramètre, c'est la database. Et la deuxième méthode qui va être implémentée, c'est onUpgrade. C'est-à-dire que votre version de base de données elle peut changer. Donc vous êtes en version 1, puis vous passez en version 2, puis 3, puis 4, puis 10. Et vous, dans la méthode onUpgrade, vous avez à faire la migration d'une version à l'autre. Donc vous passez à la base de données, l'ancienne version, la nouvelle version, et vous avez à mettre en place le système de migration de l'ancienne version vers la nouvelle. Donc si vous avez 10 versions de base de données, le mieux c'est de faire de l'incrémentation, de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3 dans les versions, et à chaque fois d'avoir un script qui migre les données vers la nouvelle base de données, purge l'ancienne, détruit l'ancienne. Okay. Donc script de migration entre deux bases de données. Maintenant, comment ça va s'utiliser? Très simplement, vous avez un SQLite database, DB, donc ça c'est vos databases. Vous mettez DB égale DB OpenHelper, donc lui là, et vous demandez à cet objet d'avoir le get writable database. Donc vous pouvez demander l'accès en écriture sur votre base de données. Vous pouvez aussi demander l'accès en lecture sur votre base de données. Et surtout, à la fin, vous faites close sur votre base de données. Donc vous fermez votre base de données. Sinon, fuite mémoire. Maintenant, le content provider, il se greffe directement dessus. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais votre content provider, toutes les méthodes, insert, query, delete et update, c'est quasiment rerouter vers la base de données. On regarde juste si l'utilisateur a spécifié un item. Dans ce cas, on rajoute dans le clause where l'item spécifié. Mais sinon, c'est vraiment du reroutage. L'insert, ça va faire db OpenHelper.insert. Query, ça va faire, et on passe les mêmes paramètres. Donc, créer un content provider, c'est très simple. Il y a juste un truc à faire attention. À part ça, là. Donc, un content provider, c'est un objet à qui on passe un URI.
et une action pull. Un URI, c'est un identifiant unique de ressources. Sous Android, ça se construit comment? Bon, vous avez votre suffixe URI Android. Après, vous avez votre espace de nommage qu'on appelle authority. Donc souvent, on préconise que votre authority, ce soit le package de votre content provider. Et après, vous avez l'identifiant des données. Donc l'identifiant des données, si vous êtes sur une table d'humain, vous allez mettre humain. Si vous êtes sur une table de voiture, vous allez mettre voiture. Train, si vous manipulez les trains, enfin, c'est vraiment le type de vos données. Et après, vous avez l'identifiant d'une donnée. Donc ça va être l'identifiant unique qu'on vient de définir dans la base de données précédemment. Donc, ça, content slash st, ça c'est le package, slash data, c'est le type de données. Et si vous rajoutez un entier derrière, ça va pointer vers une donnée spécifique. Donc, la première URI, c'est une collection, la deuxième, c'est un item. Derrière, comment on manipule les content providers? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'une URI et comment on aurait pu définir un content provider, mais on ne pourra pas. Et derrière, c'est comment on en manipule. J'ai pris l'exemple des contacts. Toujours un exemple qu'on peut avoir utilisé sur nos applications. Donc, je demande au système d'obtenir un content resolver. Le content resolver, c'est le mec qui a à charge d'aller trouver le bon content provider pour vous et de lui demander d'exécuter la requête que vous voulez faire. Donc je prends le content resolver et je dis qu'est-ce que je veux faire. Donc là, je fais un query. J'aurais pu faire un insert, un delete ou un update. Je lui donne l'URI de la donnée qui m'intéresse. Ce qu'on remarque, c'est comme sur les bases de données, j'avais un bloc constant, une classe interne constante. Les content providers aussi ont des constantes dans lesquelles il y aura toujours le content URI de défini. Et derrière, mes paramètres sont nuls parce que j'ai pas de clause where, j'ai pas de paramètres pour le where, j'ai pas d'order by et j'ai oublié ce que j'ai. Donc là, je récupère un curseur sur que j'appelle people. Maintenant, pour parcourir ce curseur, il me suffit de faire une boucle while avec people.moveToNext. Et à chaque fois à chaque boucle, je vais faire people getColonIndex et je vais demander le type dans quelle colonne est rangé le funLookup.displayName. Ça, il va me renvoyer un numéro de colonne. Grâce à ce numéro de colonne, je vais faire mon curseur, donne-moi la chaîne de caractères qui est contenue à l'index de colonne 3 ou 4. Et là, je vais récupérer la chaîne de caractères contact. Je fais pareil pour le numéro de téléphone. Donc, je récupère l'index de la colonne qui correspond au nom funLookup.number. Je récupère cet index-là. Et avec cet index-là, je vais récupérer la chaîne de caractères qui correspond à ce number. Je fais mon while. Donc, je traite toutes les données, j'en fais quelque chose. Et surtout, à la fin, je fais un people.close. Donc, je ferme mon curseur. Si je ne ferme pas mon curseur, il y aura une fuite de mémoire. C'est le seul endroit où, dans les content providers, on ne peut pas clore dans le content provider l'accès à la base de données. Donc, c'est à vous, à l'utilisateur du content provider, de fermer le curseur. Si vous ne le faites pas, pareil, ça laisse une fuite de mémoire sur votre base de données. Et oui, alors, le premier paramètre, en fait, c'était la projection. C'est là où vous définissez les colonnes que vous voulez récupérer. Si vous avez défini les colonnes que vous voulez récupérer, vous avez défini leur ordre, et donc vous n'avez pas besoin de passer par le colonne index. Un service, donc bon, voilà, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Faisons juste à quoi ça sert et quels sont les gros titres pour chaque entité. Un service, on peut voir ça comme une thread qui tourne en tâche de fond sans IHM. Elle se lance et s'arrête manuellement ou par réception d'intent envoyée par le système. Donc un service, ça peut être en mode started ou en mode bind. Donc started, c'est j'ai une activité qui va dire je voudrais lancer le service intel. Et cette activité ne sera pas liée au service. Elle l'aura lancé, puis le service il va vivre sa vie.
l'activité peut toujours l'arrêter, mais si elle ne le fait pas, le service continuera à vivre sa vie et lui-même pourra s'arrêter ou pas. Voilà. Le mode bound, c'est un mode un peu plus touchy où en fait vous liez au service. Donc vous pouvez arriver à mettre un mode de type client-serveur avec votre service. C'est-à-dire, vous allez pouvoir communiquer et lui communiquer avec vous. Donc ça, c'est assez intéressant de savoir le faire. Donc vous avez ces deux modes. À vous de définir, de savoir lequel utiliser en fonction de vos besoins. Bon, l'exemple typique, c'est l'écoute de la musique. Ça, je vous l'ai dit. Derrière, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais le content provider, comme le service se déclare dans le manifeste, et en fait, dans votre balise application, là vous avez décrit vos activités, vous allez rajouter une ligne qui est la ligne service, où vous allez donner le nom de votre service. Donc, comme pour les activités, si vous faites du traitement dans votre service, typiquement, je charge de la musique, mais cette musique, elle est en ligne. Donc, j'ai à la télécharger, à la bufferiser, puis à l'écouter. Donc, si vous avez ce type de traitement à faire, il faut que vous lanciez une thread. C'est la même chose, un service, c'est comme une activité, sauf qu'il n'y a pas d'IHM, quoi. Mais s'il a vraiment un traitement à faire d'important, s'il y a vraiment une action importante qui tourne, quoi, et que vous avez d'autres traitements de chargement de données ou de choses comme ça à faire, vous lancez une thread en tâche de fond et vous communiquez soit en heure, soit un async class, ça marche pareil. Là, donc on a vu soit l'utilisation de la base de données SQLite pour stocker des données. On a vu aussi qu'on pouvait utiliser des content providers, soit on les crée, soit on utilise ceux du système. Ça permet de stocker des données. Il y a un dernier objet qui est intéressant pour stocker des données, c'est les préférences. Donc, votre activité, vous avez par défaut des préférences par défaut. Donc, pour pour récupérer cet objet préférence, vous appelez le Preference Manager, vous appelez la méthode getDefault shared préférence et vous donnez votre contexte. Votre contexte, c'est votre activité. Ça va vous renvoyer un shared préférence. Une deuxième façon de faire pour récupérer un shared préférence, c'est de l'appeler par son petit nom. Donc là, vous définissez une string qui est le nom de votre shared préférence et vous l'appelez Preference Manager, getShared préférence, et là, vous donnez le nom du shared préférence que vous voulez récupérer. Le premier, ça vous permet de récupérer un shared préférence qui est à votre activité. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, vous en avez un et vous allez pouvoir l'utiliser. Le deuxième, typiquement, ça vous permet de partager un shared préférence soit entre plusieurs activités de votre application, soit entre plusieurs applications. Et ça, c'est extrêmement utile à utiliser. Alors maintenant, j'ai expliqué comment récupérer l'objet. À quoi ça sert? En fait, un shared préférence, c'est une HMAP typée qui va persister dans le système même si votre application est morte. Et ça, c'est extrêmement utile pour plein de choses, pour sauvegarder tout un tas d'informations sur l'utilisateur sans avoir utilisé une base de données. Parce que des fois, ou un fichier, des fois pour 3 fois rien, on va ouvrir un fichier. C'est pas dur à faire, mais c'est quand même des lignes de code pour rien, quoi. Là, on va pouvoir stocker un ensemble d'objets simples dans une HMAP et les récupérer quand l'application sera relancée. Ça aussi, c'est intéressant dans le sens où, typiquement, souvent, au premier lancement de votre application, vous avez envie de dire des choses spécifiques à votre utilisateur, de lui afficher un ou deux types ou de vous présenter à lui. Et après, quand il relancera votre application, vous n'avez plus envie de lui afficher ces informations-là. L'utilisation d'un shared préférence là-dessus est très appropriée. Vous allez mettre un booléen dans votre shared préférence. Vous allez dire getBoolean. Le nom de votre booléen, ça va être initialized. Votre valeur par défaut, ça va être false. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous n'avez pas rempli votre booléen initialized, donc vous allez récupérer false. Donc vous savez que vous n'avez pas été initialisé, vous allez pouvoir lancer un ensemble de traitements. Donc pour la récupération des données, vous avez les getBoolean, les float, les getInt, les getLong et les getString. Avec le key, c'est le nom de votre paramètre.
Et le default value, ça va être la valeur renvoyée si jamais votre paramètre n'existe pas dans la hashmap. Voilà. Donc, si vous voulez détecter que votre paramètre n'existe pas dans la hashmap, il faut un default value qui ne correspond pas à une valeur que vous mettriez dans votre hashmap. Après, pour l'écriture des données, ben, c'est tout pareil. Vous récupérez votre référence et vous faites chaque référence.edit. Je voudrais récupérer un éditeur. Là, vous récupérez un éditeur. Et dans cet éditeur, vous mettez vos booléens, vos floats, vos int, vos longs, vos strings. Et surtout, vous faites un commit. Si vous ne faites pas le commit, votre chaque référence, dans votre activité, tant qu'elle n'est pas morte, il va conserver ses données. Mais dès qu'elle va mourir, ces données vont plus persister. Le commit permet de faire la persistance au moment de la mort et du retour de l'activité. Maintenant, on va regarder comment communiquer avec le système. Donc le web, un service REST, les capteurs et les map view, ça va aller vite. Donc le web view, c'est un composant graphique qui va vous permettre d'afficher un browser qui va vous permettre d'afficher du HTML, soit une URL, soit votre propre code source HTML. Si vous mettez votre propre code source HTML, vous allez pouvoir, je l'explique pas là, mais vous pouvez maîtriser le chargement des URL et récupérer les reroutages et les demandes de chargement. Sinon, ben, vous le définissez dans votre fichier de layout, vous dites où est-ce qu'il se place, comment il se place, quelle taille il a, comment il se comporte. Et derrière, dans votre méthode onCreate, vous récupérez votre composant, vous le castez en WebView et vous avez un browser. Bon, ok, il n'y a pas les flèches back, forward et ce genre de choses, mais ça, les méthodes existent, elles ne sont juste pas implémentées graphiquement. Si vous voulez utiliser les méthodes et faire l'implémentation graphique, vous pouvez le faire. Et après, vous avez tout un tas de méthodes, dont la méthode permettre le JavaScript et permettre au JavaScript d'ouvrir une fenêtre. Donc ça, si vous êtes plus mauvais en Java qu'en HTML et que vous préférez définir vos interfaces graphiques avec du HTML, vous pouvez tout à fait utiliser cette méthode-là et définir vos fichiers HTML derrière en tant que ressources statiques, fichiers, et les interpréter directement avec votre browser. Et vous pouvez faire un mélange des deux aussi. Allez charger une adresse URL, et puis avec cette adresse URL, en fonction des redirections demandées, charger ou pas des fichiers qui vous sont propres. Et un service REST. Alors un service REST, c'est quoi? C'est je vais chercher des données sur un web serveur, je rapatrie ces données qui sont un flux XML, je parse ce flux XML, j'en construis un modèle objet, j'utilise ce modèle objet. Donc l'exemple, c'est le forecast Google. Certains reconnaîtront leur code. Alors, bon, typiquement, j'ai défini mon URL. Donc, www/ig/api pour l'interrogation Wizard Plus. Je déclare une chaîne de caractères qui est la chaîne qui va recevoir le flux XML. Dans ma méthode getForecast, donc la méthode qui sera appelée quand l'utilisateur appuiera sur le bouton et je récupère le forecast. Voilà. Je déclare un objet qui s'appelle HTTP-GET, et à cet objet HTTP-GET, je lui dis que l'URL qu'il va vouloir récupérer, c'est l'URL que j'ai définie au-dessus. Après, je mets un handler en place. Pourquoi? Parce que tous les appels vers Internet sont tout le temps asynchrone. Donc je mets un handler en place, qui est un new basic response handler. Et dans ce handler, je fais quoi? Ben, je fais client.execute ma méthode get, définie ici, avec la chaîne de caractères, avec le handler qui va bien. Ce qui se passe, là c'est client, c'est un HTTP client. Je ne vais pas déclarer, mais c'est HTTP client. Ce qui se passe, c'est que ça va être appelé avec le handler, et quand le handler aura la réponse, il va charger votre response body. Une fois que vous avez votre corps, votre XML, vous n'avez plus qu'à le parser. Alors la tranche du XML que vous récupérez, c'est un truc comme ça. Et ça dépend de tous les... Enfin, chaque serveur REST envoie son flux XML défini. Donc vous pouvez le parser soit en utilisant DOM, soit en utilisant Sax. Les deux sont possibles. Si vous allez sur Android 2.e, il y a deux tutos, un avec DOM et un avec Sax.
nous permettent de voir comment on parse avec les deux méthodes. Et donc, pour parser avec l'API DOM, vous commencez à construire un document builder. C'est juste un truc qui va vous permettre, à partir d'un flux XML, d'une chaîne de caractères en type XML, de reconstruire un objet mémoire qui représentera cette chaîne de caractères, cet arbre XML. Et cet arbre en mémoire s'appelle un document. Une fois que vous avez ce document, vous allez le parser. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer les éléments par leur nom. Vous dites que vous voulez les noms forecast condition. Et derrière, vous allez passer un à un ces nœuds. Et pour chaque nœud, vous allez récupérer le premier item, le deuxième item, le troisième item. Et puis pour chacun de ces éléments, vous allez récupérer, c'est laborieux quoi, vous allez récupérer le nom du tag, vous allez récupérer le tag qui a pour nom Day of Week, le premier item parce que c'est une liste d'éléments qu'on vous renvoie. De ce premier item, vous allez récupérer l'ensemble des attributs. Manque de bol, il y a 15 attributs, donc vous allez récupérer l'item, le premier attribut, et après, in fine, vous allez pouvoir demander sa valeur. Donc voilà, c'est assez laborieux avec DOM. Avec Sax, c'est une autre méthode qui est au-dessus. Disons que la manipulation XML avec Android, c'est pas forcément là où on s'éclate le plus. C'est là où on a le plus l'impression d'être retourné à l'âge de pierre avec son petit caillou et on rame. C'est vraiment pas là où avec Java on est habitué à avoir des gros parseurs où on peut faire vraiment plein de choses facilement. Avec Android, on se retrouve 5 ans ou 6 ans plus tôt quoi, de ce qu'on avait avec Java. On utilise en fait les mêmes librairies en fait, qu'on utilise en Java. Oui, mais elles sont appauvries. Enfin, c'est pas, on va pas faire pareil. Par exemple, les XPath, tout ça, ça passe pas. Les XMLS, toutes les transformations, tout. Alors tu vas le parser ton XML, mais c'est pas aussi fluide et on n'a pas autant d'outils qu'on avait en Java. Typiquement, moi, en Java, j'utilisais un truc qui prenait un objet, qui le traduisait en XML, puis après je récupérais le XML et je le remettais en format objet. Là, je suis obligé à la main de les reconstruire, quoi. Oui, mais on peut importer les genres dans le projet Android et puis on peut utiliser les mêmes méthodes. Ah oui, mais après... Il va tout mettre dans le APK. Typiquement, moi, le truc que j'utilisais beaucoup, c'était Xstream ou Castor. Si j'ai inclus leur jar, derrière, souvent, j'ai des dépendances vers des objets qui n'appartiennent pas à mon système d'exploitation. Parce que, quand même, il faut se souvenir que Android, c'est un sous-ensemble de Java. Donc, il y a énormément de choses qui ne marchent pas. Si je prends Hibernate et que je le mets dans mon projet Android, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Et pour les parseurs XML, il y en a plein. Il y a DOM et Sax qui ont fait l'effort de se mettre sous Android, mais on n'a pas la pléthore d'outils qu'on a en Java. C'est juste on revient à des vieilles habitudes qu'on avait perdues, quoi. Parce qu'on avait des outils qui nous faisaient ça de manière transparente. Pour les capteurs, alors les capteurs, c'est un nouvel axe d'interconnexion entre le monde réel et l'utilisateur. Donc ça c'est super. Vous avez l'accéléromètre qui vous donne vraiment le champ de force appliqué à sur votre appareil. Vous avez le gyroscope, le luxmètre, le lecteur de champ magnétique, la boussole, le baromètre, le lecteur de proximité et le thermomètre. Bon, chacun de ces capteurs envoie des informations qui lui sont spécifiques, mais par contre l'accès à ces capteurs et la façon de gérer ces capteurs, ça c'est normalisé au moyen d'un même pattern qui est le sensor manager. Et ça vous permet, quel que soit le type de capteur, d'avoir quasiment 90% du code qui est exact. C'est juste le nom du capteur et la façon dont vous allez le récupérer qui va changer. Et après, la façon dont vous allez interpréter les données. Il y en a, ils sont à 3 dimensions, d'autres à une seule. Donc voilà. Il y a un article complet là sur développer.com pour les capteurs. Donc, il y a un PDF de 27 pages et derrière, j'ai fait tous les tutos pour tous les capteurs. Donc si vous voulez, ils sont gratuits. Si vous voulez y aller et bosser sur les capteurs, vous allez soit sur développer.com, soit sur Android 2E. Et vous allez pouvoir récupérer toutes ces ressources sans problème. Et pareil pour les parseurs de forecast.
il y a les deux. Donc le dernier composant dont je voudrais vous parler, c'est le MapView et le MapActivity. Ces composants vous permettent d'afficher des cartes. Ça c'est quand même super agréable de pouvoir faire des applications qui vont utiliser les cartes Google de manière gratuite. Parce que là sur le net, sous certaines conditions, pour certains sites web, c'est devenu payant, là où c'était gratuit. Mais sur Android, c'est toujours gratuit. Donc pour ça, vous allez utiliser le composant MapView. C'est le composant graphique de votre carte. Votre activité elle va étendre MapActivity. Ça va vous permettre d'effectuer typiquement une activité de type carte. Derrière, les cartes se contrôlent avec un map controller. Donc c'est là où vous allez pouvoir zoomer, bouger votre carte et tout ça, et rajouter le satellite ou pas. Et le seul truc un peu touchy là-dedans, c'est qu'il va falloir que vous enregistriez auprès de Google avec votre clé MD5. Alors ce qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes en développement, je vous en parle dans 2 semaines. Donc voilà, et ça c'est, une fois que vous avez réussi à vous enregistrer auprès de Google, la petite étape un peu compliquée, tout le reste c'est vraiment trivial. Les Javadocs sont superbes et la capacité des API sont vraiment exceptionnelles. Donc vraiment le MapView c'est un composant qui est magique à utiliser. Donc maintenant on a vu l'activité, autour de l'activité, on a vu tous les composants internes au système, comment communiquer avec les composants du système en lui-même et puis l'extérieur du système avec Internet. Maintenant on va juste regarder rapidement autour du projet comment ça se passe. Alors autour du projet, la première chose ça va être signer et déployer son appli, les stratégies de test et comment arriver à mener à bien ces tests. Donc signer et déployer son application, ce que je disais c'est donc signer et déployer son application, c'est très simple avec Android, avec Eclipse, vous faites clic droit, Android Tool, export signer application package. Là il va vous dire où se trouve votre key store. Qu'est-ce que c'est un key store? Un key store c'est là où vous allez stocker en Java vos certificats. Typiquement c'est là où vous allez stocker vos clés en fait de signature. Ce qu'il faut bien comprendre c'est vous utilisez une clé pour signer votre application, ça vous permet de dire que votre application vous appartient parce que vous êtes le seul à avoir cette clé-là. Vous faites une V2 à votre application, vous la signez avec la même clé, super, votre seconde version est vraiment considérée par tout le monde comme la suite de la première. Vous la signez avec une autre clé, personne ne vous croira que c'est la suite de la première. Ce qui veut dire que votre key store, c'est, si vous faites vraiment des applications, c'est l'endroit qu'il faut le plus sécuriser, plus que votre code, enfin presque plus que votre code. Votre key store, vous le perdez, vous ne pouvez plus re-signer vos applications, donc vous ne pouvez plus les faire évoluer. Votre key store, vous le faites piquer, quelqu'un peut signer vos applications à votre place, faire les updates sur l'Android Store, personne ne verra rien, et s'il met des malwares au sein de votre application, vous serez tenu pour responsable, enfin, entre guillemets, jusqu'à ce que vous trouviez quand vous la volez. Donc vraiment, le key store, c'est le point crucial quand vous faites du déploiement, ou de la... quand vous faites du déploiement de votre application, c'est l'objet qu'il ne faut pas perdre, et qu'il faut dupliquer quand même plus ou moins, et tout est sécurisé par mot de passe. Donc il faut se souvenir des mots de passe, et il faut être sûr de ne pas le perdre. Votre machine est crash, vous devez avoir un key store ailleurs. D'accord? C'est le fichier à conserver vraiment de manière sécurisée. C'est un peu le seul fichier à sécuriser vraiment. Donc ce qu'il faut voir, c'est là quand vous voulez déployer votre application pour la production, ou pour les copains, vous allez la signer. Vous allez utiliser un key store, donc pour ça, grosso modo, vous allez définir un endroit où vous allez stocker vos clés, et après vous allez définir votre clé de signature. Une clé de signature, les champs importants, c'est l'alias, donc c'est le petit nom de sa clé, seuls les 8 premiers caractères sont utilisés. Cette clé, elle a un password, donc ça aussi, ça s'en souvenir. Après, vous allez définir la validité de votre clé. Ça, Google préconise 25 ans. Mettez un siècle, vous en fichez. C'est un truc, de toute façon, si vous avez paumé votre key store, vous pleurerez. Et puis, de toute façon, vous utiliserez votre clé autant de temps qu'il faudra. Et votre clé, même si vous ne l'utilisez plus, tout le monde s'en fiche. Par contre, Google ne voudrait pas que tous les 3 matins, vous veniez pleurer à sa porte en lui disant « Ah, ma clé, elle a perdu sa validité. » Donc voilà, on préconise 25 ans.
Et après, le country code, c'est rien d'autre que votre local. Donc ça, vous pouvez le trouver où vous voulez. Donc, le truc à bien voir, c'est quand vous êtes en mode développement, vous utilisez votre debug key store, donc votre magasin de clés de debug. C'est-à-dire que quand vous faites avec l'émulateur, vous déployez une clé qui est une clé de debug. Quand vous faites pour la production, vous allez utiliser votre vrai key store de production. Maintenant, si vous allez vouloir utiliser le MapView, le MapActivity, il faut que vous enregistriez auprès de Google avec votre clé. En fait, votre clé, vous allez trouver son MD5 associé. Pour trouver le MD5 associé, vous allez utiliser la commande keytool, qui est dans votre JRE Java. Donc vous allez faire keytool, l'adresse de votre clé, ça vous renvoie une adresse MD5. Cette adresse MD5, vous allez l'enregistrer chez Google, qui va vous renvoyer notre chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, vous allez l'utiliser dans votre composant graphique MapView, pour dire oui, ce composant graphique, je l'ai bien enregistré. Regardez, il correspond à la signature de mon application. Ce qui veut dire que quand vous êtes en développement, vous allez utiliser un key store particulier, donc un enregistrement particulier, donc une valeur dans votre MapView de clé particulière. Et quand vous allez passer en production, vous allez être obligé d'en utiliser une autre. Donc il ne faut pas oublier d'avoir ces deux enregistrements effectués et de le switcher quand vous passez en mode production. Sinon, vos utilisateurs ne verront rien. Et si vous utilisez que celle de votre production, quand vous êtes en dev, vous ne verrez pas ce qui se passe. Donc vous switchez avec ces deux clés. Voilà. Maintenant, on va parler des tests. Alors, les tests. L'objectif des tests, c'est de vous assurer que votre application elle fait bien ce qu'il faut. Et puis aussi de prévenir de la non-régression de votre application. C'est-à-dire vous faites un patch, vous faites un peu plus de code, vous la faites évoluer, vous la modifiez, vous corrigez un bug. Il faut bien regarder qu'il n'y ait pas d'effet de bord et que votre application continue à bien fonctionner. Donc dans ce cadre, il vous faut tester les méthodes de vos classes, le cycle de vie de votre application, sa capacité à répondre aux intents que vous êtes censé supporter ou pas. Et il faut aussi vérifier toutes vos interfaces graphiques, qu'elles se comportent comme il faut en fonction des différentes densités de vos écrans. Après, vous allez avoir une attention particulière au changement d'orientation et plus généralement de configuration de l'appareil. Vous allez aussi avoir une attention spécifique à l'arbre des configurations que vous supportez. Si vous supportez plusieurs langues, il va falloir les tester. Si vous supportez le DPI, le MDPI, le HDPI, le XHDPI, il va falloir vérifier que vraiment vous les supportez. Donc tout ça c'est à tester. Donc ce qui peut faire beaucoup de configurations à tester. Et ces configurations, c'est comme tout à l'heure, c'est des produits entre elles. Okay, j'ai 2 locales, 4 types de densité, ben, ça fait 8 configurations différentes. Donc pour un exemple d'une application toute bête, vous avez 2 locales, 4 densités d'écran, et puis vous avez spécifié que vous vouliez pour le SDK 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1. Ouais, 4.0, 4.1. Donc on s'arrêtera à 3.0, 3.1, donc ça vous fait 2 x 4 x 3 x 5 configurations, donc ça vous fait 120 configurations à tester. Et là, pour un développeur, on s'aperçoit bien qu'il va falloir 10 mecs pour tester, quoi, à peu près dans les mêmes temps. Donc ça, c'est pas possible. On arrive dans des situations où la stratégie de test est automatisée de manière obligatoire. Alors pour ça, il y a beaucoup de choses qui se font bien. Donc nativement, vous avez JUnit dans le SDK d'Android. Nativement, vous allez pouvoir modifier et appeler toutes vos méthodes de vos services, vos content providers, vos IHM. Vous allez pouvoir mettre des robots en place sur vos IHM pour vérifier qu'elles se comportent bien. Donc ça, c'est comment écrire du code qui va tester mon application. Maintenant, la deuxième problématique, c'est d'arriver à construire l'application et à faire courir ce code sur l'application construite. Donc ça, automatisation des constructions et arriver à gérer le cycle de vie d'un projet, c'est Maven. Et arriver à lancer cette construction de manière automatique avec les tests qui sont lancés, les rapports qui sont affichés et optionnellement la couverture de code et tous les outils d'analyse de votre code, c'est Hudson ou Jenkins. Vous avez, il y a eu un fork dernièrement pour rappeler. Donc maintenant, si vous voulez vraiment automatiser vos tests et aller jusqu'au bout de votre
programmation de manière à être sûr qu'elle soit propre, ben, vous allez utiliser JUnit pour créer un autre projet Android à côté de votre projet Android qui sera là que pour les tests. Vous allez utiliser Maven pour que la construction soit automatique de ces deux projets. Et vous allez utiliser, et le passage des tests aussi, et vous allez utiliser Hudson de manière à ce que ça soit lancé automatiquement la nuit pendant que vous dormez, ou à chaque fois que vous avez fait une mise à jour de votre code. Voilà. Donc ça c'est le triptyque à mettre en place si vous êtes dans un projet Android, que vous avez à charge le projet, il ne faut pas oublier les tests. Sinon, vous allez avoir potentiellement des problèmes. Vous allez passer en production. Il nous a fallu quoi pour passer à l'intégration continue Hudson en Java, je crois qu'il nous a fallu 5 ans pour comprendre que c'était primordial. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, et sinon, ben, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez besoin de